Si tu n'as aucun ami proche en ce moment, tu n'es pas cassé, pathétique ou condamné à la solitude. Les psychologues ont découvert que 22% des adultes vivent sans amitié significative et que ton cerveau possède un câblage social que la société ne comprend pas. Et je vais te montrer pourquoi tu es arrivé là, ce que ça fait à ton cerveau, et comment sortir de cette prison invisible si tu le veux vraiment. Parce que cette vidéo ne va pas te dire que tout va bien. Il va te dire la vérité, crue, scientifique et libératrice. Parce que l'amitié n'est pas qu'un luxe social sympathique. C'est un régulateur neurologique critique qui affecte ta santé mentale, ta longévité, ta capacité à penser clairement et même ta volonté de continuer. Comprendre pourquoi tu es seul est la première étape pour choisir consciemment si tu veux le rester ou non. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre quelque chose de fondamental. Il n'y a pas un seul type de personne sans amis. Il y en a 7. Chacun avec son propre câblage, ses propres raisons, ses propres défis. Profil 1. L'intellectuel isolé. Ton cerveau fonctionne à une fréquence différente. Quand les gens parlent de télé-réalité, tu penses à la philosophie existentielle. Quand ils discutent sport, tu analyses les structures sociales. Tu ne trouves personne qui vibre à ta fréquence. L'exemple. Tu es à une soirée. Tout le monde rit de blagues que tu ne comprends pas. Ils parlent de sujets qui ne t'intéressent pas. Tu essaies de lancer une conversation sur un sujet qui te passionne. Les regards se vident. Silence gêné. Quelqu'un change de sujet. Tu rentres chez toi en te demandant « C'est moi le problème ou c'est eux ?» La réponse « Ni l'un ni l'autre. Juste une incompatibilité cognitive. » Ton cortex préfrontal est surdéveloppé pour la pensée abstraite. Mais tes circuits sociaux de small talk sont atrophiés. Tu es comme un violoniste virtuose qui ne sait pas jouer « Joyeux anniversaire ». Profil 2. Le traumatisme social. Tu as été brûlé tellement de fois que ton cerveau a construit un mur. Ce n'est pas que tu ne veux pas d'amis, c'est que ton système d'alarme émotionnelle est en sur-régime permanent. Chaque nouvelle personne égale menace potentielle. L'exemple. Quelqu'un essaie de se rapprocher de toi. Ils sont gentils, sincères, intéressés, mais ton cerveau hurle, danger. Tu connais ce scénario. Tu les repousses subtilement. Tu deviens distant. Tu sabotes la connexion avant qu'elle puisse te blesser. Puis, tu te retrouves seul. Encore. Et tu te demandes pourquoi tu fais toujours ça. Ton amygdale, le centre de la peur, a été hypersensibilisée. Elle détecte des menaces sociales qui n'existent pas. C'est du PTSD social. Et personne ne le diagnostique parce que tu n'as pas été à la guerre. Tu as juste été trahi par ceux qui prétendaient t'aimer. Profil 3. Le solitaire authentique. Tu n'es pas seul parce que personne ne veut de toi. Tu es seul parce que tu préfères vraiment ça. Les gens épuisent ton énergie. La solitude te recharge. Ce n'est pas un défaut, c'est ton design neurologique. L'exemple. Tu passes un week-end seul. Zéro interaction sociale. Le lundi, quelqu'un te demande « Tu as fait quoi ce week-end » Tu réponds « Rien de spécial ». Mais en réalité, tu as lu 3 livres, créé un projet, médité, réfléchi profondément. Tu étais parfaitement heureux. Puis quelqu'un dit « Tu devrais sortir plus, c'est triste d'être tout seul ». Et tu penses « Pourquoi la société pense-t-elle savoir mieux que moi ce qui me rend heureux ?» Aucun coup pour toi. Ton cerveau ne produit pas de détresse en isolation. Le vrai coup, la pression sociale constante de prétendre que tu as besoin de ce que tu ne veux pas. Profil 4. L'invisible social. Tu veux désespérément des amis, mais ton cerveau panique dans les situations sociales. Tu deviens invisible, silencieux, oubliable. Tu es dans la pièce, mais personne ne te remarque. L'exemple. Tu es en groupe. Tout le monde parle, rit, se connecte. Tu veux participer. Tu prépares mentalement une phrase. Le moment parfait arrive. Tu ouvres la bouche. Quelqu'un d'autre parle plus fort. Personne ne t'a entendu. Tu te refermes. Tu te dis, c'est pas grave. Mais ça l'est, parce que ça arrive à chaque fois. Tu es physiquement présent, mais socialement absent. Ton cortex singulaire antérieur, le détecteur de rejet social, est en alerte rouge permanente.
Chaque interaction est perçue comme un test que tu es en train d'échouer. Tu vis dans une boucle de prophéties autoréalisatrices. Profil 5. Le transitionnaire géographique. Tu as déménagé tellement souvent que tu as arrêté d'investir émotionnellement. Pourquoi construire des liens si tu vas partir dans 6 mois? Ton cerveau a appris que les relations sont temporaires. L'exemple, tu arrives dans une nouvelle ville. Encore. Tu vois des groupes d'amis établis depuis des années, leurs blagues internes, leur histoire commune, leur connexion profonde. Toi, tu es l'étranger éternel. Tu essaies de te joindre. Mais tu sens que tu n'appartiens jamais vraiment. Ils sont polis, mais pas intimes. Tu restes à la périphérie. Toujours. Ton système d'attachement a développé une stratégie d'évitement protectrice. Tu ne formes plus de liens profonds parce que ton cerveau anticipe la perte. C'est un mécanisme de survie devenu prison. Profil 6. Le diverge neuroatypique. Tu ne captes pas les codes sociaux implicites. Tu rates les signaux non verbaux. Tu parles trop ou pas assez. Tu ne comprends pas pourquoi les gens s'éloignent. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est un câblage neurologique différent. L'exemple, tu parles passionnément d'un sujet qui te fascine. Tu ne remarques pas que les gens se déconnectent. Tu continues. Quelqu'un finit par dire « Ok, cool » et change de sujet. Tu te sens rejeté mais tu ne comprends pas pourquoi. Plus tard, quelqu'un te dit « Tu parles trop de ce truc. Tu es confus, mais j'étais juste enthousiaste. » Pour toi, partager ta passion égale connexion. Pour eux, c'était un monologue inconfortable. Tes neurones miroirs responsables de l'empathie sociale fonctionnent différemment. Tu dois consciemment apprendre ce que d'autres font instinctivement. C'est épuisant. Et souvent, tu abandonnes. Profil 7. L'épuisé post-burnout. Tu avais des amis. Puis quelque chose s'est cassé en toi. Burnout, dépression, maladie chronique. Tu n'as plus l'énergie de maintenir des relations. Tu t'isoles. Pas par choix, par survie. L'exemple, ton téléphone vibre. Un ami, ça fait longtemps, on se voit quand? Tu regardes le message pendant 3 jours sans répondre. Pas parce que tu ne l'aimes pas, mais parce que l'idée de sortir, de faire semblant d'aller bien, de performer socialement, c'est insurmontable. Tu finis par écrire « Désolé, je suis débordé ». C'est un mensonge. Tu n'es pas débordé. Tu es vide. Après quelques mois de ça, ils arrêtent de demander. Ton système dopaminergique est effondré. Les activités qui procuraient du plaisir, y compris la socialisation, ne produisent plus de récompenses. Ce n'est pas que tu ne veux pas d'amis. C'est que ton cerveau ne peut littéralement pas générer la motivation nécessaire. Maintenant qu'on a identifié les profils, parlons de ce qui se passe neurologiquement quand tu n'as personne dans ta vie. Mais avant de continuer, je te prie de me rendre un service. Dis-moi en commentaire depuis quel pays tu regardes cette vidéo et quelle heure il est chez toi. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir d'où viennent mes abonnés, afin de continuer à créer des histoires qui vous parlent vraiment. Effet 1. La dérégulation émotionnelle progressive. Ton cerveau régule ses émotions en partie à travers les interactions sociales. Quand tu partages ce que tu ressens avec quelqu'un, ton amygdale se calme. Sans personne avec qui parler, tes émotions s'intensifient sans régulation externe. Tu commences à réagir émotionnellement à des petites choses. Un commentaire négatif te détruit pendant 3 jours. Une bonne nouvelle ne te fait presque rien. Tes émotions deviennent extrêmes et imprévisibles. Tu penses que tu perds la raison. En réalité, c'est juste que ton système de régulation émotionnelle n'a plus de co-régulateur. Effet 2. La distorsion cognitive accélérée. Les interactions sociales corrigent tes pensées irrationnelles. Quand tu dis à un ami « je suis nul en tout », il te rappelle tes succès. Sans personne pour challenger tes pensées, elles deviennent ta réalité absolue. Tes pensées négatives se transforment en vérité incontestable. Personne ne m'aime devient un fait, pas une pensée. Je suis destiné à être seul devient ta prophétie. Tu perds la capacité de voir tes distorsions cognitives. Tu vis dans une chambre d'écho mental où seule ta voix intérieure résonne. Effet 3. L'atrophie des compétences sociales. Les compétences sociales sont comme des muscles. Sans pratique, elles s'atrophient. Ton cerveau commence à désapprendre comment interagir. Plus tu restes seul,
plus c'est dur de te reconnecter. Tu ne sais plus comment faire du small talk. Tu ne sais plus lire les signaux sociaux. Quand une opportunité sociale se présente, tu la lâches parce que tu es rouillé. Ça renforce ta croyance. Je suis nul socialement. Cycle vicieux. Effet 4. La sensibilisation à la menace sociale. L'isolement prolongé active les mêmes circuits cérébraux que la douleur physique. Ton cerveau commence à percevoir toute interaction sociale comme potentiellement douloureuse. Quelqu'un essaie d'être gentil avec toi. Ton cerveau hurle « danger ». Tu te méfies de leurs intentions. Tu cherches le piège. Tu les repousses préventivement. Tu préfères la solitude prévisible à la connexion imprévisible. Effet 5. L'effondrement motivationnel. Ton système de récompense nécessite de la validation externe occasionnelle. Sans elle, il s'effondre progressivement. Tu perds la motivation pour tout. Tu arrêtes de prendre soin de toi. Tu arrêtes de poursuivre tes objectifs. Tu penses « à quoi bon ? Personne ne le verra. Personne ne s'en soucie. » Ce n'est pas nécessairement la dépression clinique. C'est de l'effondrement motivationnel par absence de témoins. Maintenant que tu sais ce qui se passe dans ton cerveau, parlons de ce qui se passe dans ta tête. Ton cerveau te raconte 5 mensonges pour protéger ton ego de la douleur. Des rationalisations tellement convaincantes que tu les as transformées en vérités absolues. Dans les 7 prochaines minutes, je vais démolir chacun de ces mensonges, un par un, sans pitié, parce que tant que tu crois ces mensonges, tu resteras prisonnier. Attention, cette partie va faire mal, mais c'est nécessaire. Mensonge 1. Je préfère être seul. Parfois c'est vrai, souvent c'est un mécanisme de défense. Ton cerveau rationalise ta situation pour réduire la douleur cognitive. Je ne peux pas avoir d'amis devient je ne veux pas d'amis. C'est moins douloureux psychologiquement. Si tu es vraiment un solitaire authentique, l'idée d'une connexion profonde ne te manque pas. Si tu es en train de rationaliser, tu ressens un vide que tu essaies de combler avec des distractions. Sois honnête. Lequel es-tu ? Mensonge 2. Personne ne me comprend. Statistiquement impossible. Sur 8 milliards d'humains, des milliers de personnes ont ton câblage exact. Le vrai problème, tu ne sais pas où les trouver, ou tu as arrêté de chercher. As-tu vraiment exploré toutes les communautés possibles ? Forums en ligne ? Groupes d'intérêt ? Clubs locaux ? Ou as-tu essayé 3 fois, échoué et abandonné ? Mensonge 3. C'est trop tard pour moi. Les neurosciences montrent que le cerveau reste plastique toute la vie. Tu peux reconstruire des connexions sociales à 20 ans, 40 ans, 60 ans. Ce mensonge est une excuse pour ne pas affronter la difficulté. Si c'était vraiment impossible, tu ne regarderais pas ce documentaire. Une partie de toi sait que c'est possible. Elle espère encore. Mensonge 4. Je suis trop différent. Tout le monde pense être trop différent. C'est une illusion cognitive appelée l'effet de projecteur. Tu crois que tes bizarreries sont plus visibles qu'elles ne le sont. Quand tu rencontres quelqu'un, passes-tu vraiment du temps à analyser tout ce qui cloche chez lui? Non. Alors pourquoi penses-tu que les autres le font avec toi? Mensonge 5. Les amis, ça se fait naturellement. Ça se faisait naturellement à l'école parce que la structure forçait la proximité répétée. À l'âge adulte, les amitiés demandent un effort intentionnel. Si tu attends que ça arrive naturellement, tu attendras toute ta vie. Quand as-tu initié intentionnellement une connexion pour la dernière fois? Pas attendu qu'on vienne vers toi, vraiment essayé. Ok, on a détruit les illusions. Maintenant, on construit la solution. Si tu veux sortir de l'isolement, voici exactement comment faire. Pas de théorie vague, pas de « sois toi-même ». C'est un protocole en 7 étapes basé sur les neurosciences et testé par des centaines de personnes qui étaient exactement où tu es. Dans les prochaines minutes, tu auras un plan d'action concret. Étape par étape, semaine par semaine, ça ne sera pas facile, mais ça fonctionnera si tu l'appliques. Prends des notes. Étape 1. Identifier ton profil exact. Reviens aux 7 profils. Lequel es-tu vraiment? Tu peux être un mélange de plusieurs. Identifie tes 2 à 3 profils dominants, parce que la solution dépend du problème exact. Étape 2. Micro-exposition sociale graduelle. Ne commence pas par se faire un meilleur ami. Commence par l'équivalent social de faire 5 pompes. Semaine 1.
Dis bonjour à une personne par jour. Semaine 2. Fais un commentaire à quelqu'un sur la météo. Peu importe. Semaine 3. Pose une question à quelqu'un. Semaine 4. Aie une conversation de 2 minutes avec quelqu'un. Ton cerveau doit réapprendre que l'interaction sociale n'est pas mortelle. Les petites expositions répétées désensibilisent ton amygdale. C'est de la thérapie d'exposition appliquée. Étape 3. Trouver les bons environnements. Arrête d'essayer de te faire des amis dans des bars ou des soirées. Si tu es là, c'est que ton cerveau ne fonctionne pas comme ça. Identifie tes intérêts profonds. Trouve des communautés physiques ou en ligne autour de ça. Les amitiés se forment autour d'activités partagées, pas dans le vide. Exemple, club de lecture si tu aimes lire, cours de dessin si tu aimes créer, groupe de randonnée si tu aimes la nature, forum Reddit, hyper spécifique sur ton intérêt obscur, communauté Discord autour d'un jeu ou passion. L'activité partagée enlève la pression de performer socialement. Vous avez déjà un sujet de conversation. L'activité, la connexion se construit naturellement autour de ça. Étape 4. Accepter la maladresse initiale. Tu vas être rouillé. Tu vas dire des trucs bizarres. Tu vas rater des signaux sociaux. C'est normal. Dis-toi, les 6 premiers mois, je vais être maladroit. C'est ok. Donne-toi la permission d'être imparfait. La peur de l'échec te paralyse. En acceptant d'avance que tu vas gaffer, tu enlèves la pression. Paradoxalement, tu deviens plus naturel. Étape 5. La règle des 10 tentatives. Tu dois initier la connexion 10 fois avant de juger si ça marche ou pas. Pas 3 fois, 10 fois, minimum. Essaie de te connecter avec 10 personnes différentes. Ou essaie 10 interactions avec la même personne. La plupart vont échouer. C'est statistiquement normal. 1 ou 2 tentatives ratées ne prouvent rien. Ton cerveau va vouloir abandonner après la première. Ignore-le. Continue jusqu'à 10. Les probabilités jouent alors en ta faveur. Étape 6. Construire la proximité répétée. L'amitié se construit sur la proximité répétée. Tu dois voir les mêmes personnes régulièrement. Choisis UN, endroit, activité, et vas-y chaque semaine au même moment. Même café, même cours, même groupe. La familiarité crée la connexion. Les études montrent qu'il faut 50 heures de temps partagé pour devenir ami occasionnel. 90 heures pour amis proches. 200 plus heures pour amis intimes. Tu ne peux pas contourner le temps nécessaire. Étape 7. Oser la vulnérabilité graduelle. Les connexions profondes nécessitent de la vulnérabilité, mais pas tout de suite. Niveau 1. Partage tes intérêts, sans risque. Niveau 2. Partage tes opinions, risque faible. Niveau 3. Partage tes difficultés superficielles, risque moyen. Niveau 4. Partage tes peurs, échec profond, risque élevé. Monte d'un niveau tous les 10 à 15 interactions. Trop de vulnérabilité trop vite égale rejet. Aucune vulnérabilité égale connexion superficielle. La progression graduelle crée la confiance mutuelle. Attends, avant de terminer, il y a une option dont personne ne parle. Et si tu ne veux pas te connecter? Et si la solitude était ton choix conscient, pas ton échec? Dans les prochaines minutes, je vais te donner la permission que la société refuse de t'accorder. Celle de choisir d'être seul, sans culpabilité, sans honte, mais avec des conditions claires pour que ce soit sain. Parce que la solitude choisie et la solitude subie sont 2 choses complètement différentes. Mais voici les conditions pour que ce soit sain. Ça doit être un choix, pas une résignation. Tu choisis activement la solitude parce qu'elle te nourrit, pas parce que tu as abandonné l'idée d'avoir des connexions. Tu dois avoir d'autres sources de sens. Créativité comme contribution, apprentissage, croissance. Si ta solitude est juste du vide rempli de distractions, ce n'est pas de la solitude saine. Tu dois maintenir des micro-connexions. Même les solitaires ont besoin de 3 à 4 interactions humaines courtes par semaine. Le caissier, le voisin, un échange en ligne. L'isolement total détruit le cerveau. La solitude choisie avec micro-connexion le nourrit. Tu dois surveiller ta santé mentale. Si tu commences à sombrer dans la dépression, c'est le signal que ta solitude n'est plus saine.
Sois honnête avec toi-même. Tu dois avoir un plan de secours. Si ta situation change, maladie, vieillissement, crise, qui appelleras-tu? Avoir zéro connexion est dangereux physiquement et psychologiquement. Voici la réalité brutale que cette vidéo t'offre. L'isolement n'est pas une fatalité. C'est un état qui a des causes identifiables et des solutions applicables. Mais personne ne viendra te sauver. Aucun ami magique ne va frapper à ta porte. Si tu veux sortir de là, ça demande un effort intentionnel, répété, inconfortable. Et ça va être dur. Les 6 premiers mois seront maladroits, épuisants, décourageants. Tu voudrais abandonner 47 fois. C'est normal. Mais c'est possible. Des milliers de personnes qui étaient exactement où tu es maintenant ont reconstruit une vie sociale. Leur cerveau n'était pas différent du tien. Ils ont juste continué à essayer quand ça semblait impossible. Alors, voici ta décision maintenant. Chemin A. Tu acceptes consciemment ta solitude. Tu la transformes en choix intentionnel. Tu construis une vie riche autour de tes intérêts, ta créativité, ta croissance personnelle. Tu maintiens des micro-connexions suffisantes. Tu surveilles ta santé mentale. C'est un chemin valide. Chemin B. Tu décides de reconstruire. Tu identifies ton profil exact. Tu appliques le protocole de reconnexion. Tu acceptes 6 à 12 mois de maladresse. Tu essaies 10 fois minimum avant de juger. Tu construis patiemment la proximité répétée. Tu oses la vulnérabilité graduelle. C'est un chemin difficile mais possible. Chemin C. Tu continues comme maintenant. Tu restes isolé sans l'avoir choisi. Tu te plains mais ne changes rien. Tu attends que ça arrive naturellement. Tu regardes ta vie passer dans l'inaction. C'est le chemin de la souffrance prolongée. Les chemins A et B sont valides. Le chemin C est une lente mort psychologique. Tu as 10 secondes pour choisir. Parce que dans 10 secondes, cette vidéo se termine. Et tu retournes à ta vie exactement comme elle est maintenant, avec ou sans décision consciente. Alors, quel chemin choisis-tu? Pas demain. Pas la semaine prochaine. Maintenant.